Au sommaire de cette édition au Mozambique, après 6 semaines d'une campagne émaillée de multiples violences, les Mozambicains ont commencé à voter ce mardi pour des élections générales. C'est désormais officiel, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro est candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Il a fait l'annonce ce week-end à Valence, en Espagne. Et puis les pourparlers de paix soudanais ont repris ce lundi dans la capitale du Sud-Soudan, Juba, en présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Tunisie, la commission électorale a annoncé lors d'une conférence de presse à Tunis que les électeurs ont donné à l'outsider politique conservateur Kaïs Saïed un vaste mandat pour être le prochain président de la Tunisie. Et cela a été possible grâce notamment aux jeunes qui se sont joints à lui. Les Tunisiens ont confié un mandat présidentiel clair à Kaïs Saïed en élisant, avec son 12,11% des voix, cet enseignant de droit à la retraite, quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, pour revitaliser la jeune démocratie. L'instance chargée d'organiser les élections a confirmé ce lundi soir sa victoire. Le nombre de voix déclarées pour chaque candidat est M. Kaïs bin El-Moussef bin Mohamed Sayed avait 2 777 391 voix avec un taux de 72,71%. Nabil bin Rachid Karoui, 1 042 894 voix avec un taux de 27,29%. Suite au résultat du candidat Kaïs bin El-Moussef bin Mohamed Sayed, qui a obtenu la majorité totale des voix lors du second tour des élections présidentielles, la commission électorale indépendante déclare sa victoire lors des élections présidentielles de 2009. Fondateur de la principale chaîne privée tunisienne Nesma TV, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui a attribué son échec à son incarcération durant 49 jours en pleine campagne électorale, a félicité son rival. Il lui a promis l'appui de son parti, Kalb Tounes, arrivé deuxième aux législatives du 6 octobre dernier. Les Mozambicains ont commencé à voter ce mardi pour des élections générales. Selon les analystes, ce scrutin sera l'occasion de tester la solidité de l'accord de paix définitif signé début août dernier entre le président Filipe Nyusi et Ossoufo Momade, le chef de la Renamo, ancien mouvement rebelle devenu le principal parti d'opposition. 13 millions de Mozambicains ont commencé à voter ce mardi pour des élections générales sous tension qui pourraient contraindre le parti au pouvoir depuis 1975, affaibli par une crise économique et les conflits armés, à céder une partie de son contrôle sur le pays. Les quelques 20 000 bureaux de vote du pays ont accueilli leurs premiers électeurs à partir de 7 heures, soit 5 heures GMT, au terme d'une campagne considérée comme l'une des plus violentes de son histoire. Les électeurs devront choisir le nouveau président de la République, 250 députés, 10 gouverneurs et les membres des assemblées provinciales. Pour la présidentielle, 4 candidats sont en lice, dont le président sortant Filipe Nyusi donne les favoris. L'enjeu de ces élections est important dans un pays plombé par la dette cachée, une grave crise financière depuis la révélation en 2016 qu'il avait secrètement emprunté 2 milliards de dollars, ainsi que par des violences. Les tensions sont restées vives à l'approche des élections de ce mardi. Ceci, malgré la signature le 6 août dernier d'un traité de paix dit définitif par le président Nyusi et le nouveau chef de la Renamo, Ossoufo Momade. Ossoufo Momade, censé mettre un terme aux affrontements sporadiques qui avaient repris en 2013. Par ailleurs, depuis 2 ans, la province de Cabo Delgado, à l'extrême nord du pays, est en proie à de violentes attaques par des groupes armés non identifiés.
Fidèle à la tradition, le président Felipe Nyusi a voté à la première heure ce mardi dans un bureau de l'école secondaire Josina Machel au centre-ville de la capitale Maputo. Après avoir accompli son devoir civique, il a appelé à continuer le processus de paix. L'un des chemins choisis par le Mozambique est celui de la paix. La paix signifie la non-violence et cela doit devenir la culture du peuple mozambicain pour l'avenir. Je souhaite bonne chance à tout le Mozambique, bonne chance à tous les Mozambicains, que tout se passe bien et que le meilleur gagne. Que celui qui a réussi à défendre les meilleures idées, à présenter le meilleur programme pour le Mozambique, l'emporte. Merci. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro est candidat à la présidentielle de 2020. L'ancien président de l'Assemblée nationale, devenu opposant au régime d'Alassane Ouattara, l'a annoncé lors d'une réunion avec des sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne ce week-end. Ancien allié du président Alassane Ouattara, Guillaume Soro a officiellement annoncé sa candidature au prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. En une phrase, lâchée samedi à Valence en Espagne, il a mis fin au faux suspense qui entourait depuis plusieurs mois sa candidature à la présidentielle de 2020. Ce faisant, il entend imposer son rythme à la campagne, acter sa rupture avec le RHDP, mais aussi se démarquer des autres candidats potentiels au sein de l'opposition. Et cet acte public de candidature est d'autant plus surprenant qu'à un peu plus d'un an de la présidentielle d'octobre 2020, les principaux partis politiques du pays n'ont pas encore dévoilé leur choix, y compris le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP d'Alassane Ouattara. Par ailleurs, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne, Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, passé dans l'opposition, a également assuré avoir fait l'objet d'une tentative d'arrestation à Barcelone la semaine dernière. Mais les autorités ivoiriennes ont nié ce lundi avoir saisi Interpol. Guillaume Soro, à l'étranger depuis plusieurs mois, accuse le pouvoir ivoirien d'avoir monté cette opération destinée, selon lui, à l'humilier et de multiplier les tracasseries, comme avoir fait annuler un visa pour les États-Unis et tarder à lui délivrer un nouveau passeport. Les pourparlers de paix soudanais ont repris ce lundi dans la capitale du Sud-Soudan, Juba. Ceci en présence du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a salué la volonté des parties soudanaises de paix et de réconciliation. Des pourparlers de paix au Soudan ont débuté ce lundi à Juba. Ils doivent durer un mois selon ce qui a été acté dans l'accord de principe trouvé le 11 septembre dernier entre le pouvoir de transition et les mouvements armés. Ce sont des discussions directes mais distinctes avec deux grands mouvements armés. Le Soudan se donne 6 mois pour arriver à signer un accord de paix global avec ces mouvements. La semaine dernière, des représentants des mouvements armés et du pouvoir ont tenu des réunions informelles à Addis Abeba dans le cadre d'ateliers techniques organisés en amont des pourparlers avec un appui juridique et le soutien de la communauté internationale. Pendant ce temps, au Bénin, le parti d'opposition Union sociale libérale USL de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon s'est prononcé sur le dialogue politique tenu la semaine dernière. Lors d'une déclaration de presse tenue à Cotonou, la formation politique qui n'a pas été conviée à ce dialogue a qualifié les assises voulues par le président Patrice Talon de monologue entre partisans de la mouvance présidentielle. L'USL estime qu'il s'agit d'un vacarme qui n'a accouché que du vent. Comme la majorité des Béninois, le parti n'attendait rien de ce monologue dont le gouvernement a prescrit les acteurs et le contenu. Au résultat, on se rend bien compte qu'il y a eu tout ce vacarme pour n'accoucher que du vent. Pour l'USL, le seul mérite de ce monologue est d'avoir enfin fait 2 aveux importants pour la suite du combat. Le premier aveu, c'est que ce monologue est un aveu d'échec de la réforme du système partisan, puisqu'il n'a que pour objet principal le toilettage des 2 mauvaises lois qui sont le socle
de cette réforme. Ce monologue est aussi un aveu d'illégalité et d'illégitimité de la 8e législature, qui, selon les organisateurs, ne peut pas spontanément exercer son droit constitutionnel de corriger ces deux lois qui sont le socle d'une réforme mal pensée et mal pilotée. Sur les mesures dites d'apaisement, si ce n'est que pour formuler à l'endroit du chef de l'État des souhaits dont il est seul à apprécier la pertinence et l'opportunité, a-t-on besoin de mettre au ralenti tout un pays et gaspiller l'argent du contribuable pendant 3 jours? Pour notre parti, le chef de l'État, Patrice Talon, est l'unique responsable de la situation actuelle. C'est lui qui l'a créée et par conséquent, c'est lui seul qui doit la régler. C'est cela être un chef. Un chef assume ses responsabilités. En tout état de cause, l'USN prévient le gouvernement du président Talon contre son nouveau projet de révision opportuniste de la Constitution et son système de parrainage, qui ne feront qu'empirer la fracture sociale et la crise politique. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique. Au Cameroun et quelques jours après sa libération, c'est le temps de la réaction face aux questions de l'heure. Le message est titre « Maurice Kamto, ce que je pense du tribalisme au Cameroun ». Le leader du MRC a signé une déclaration relative aux émeutes à caractère communautaire survenues à Sangmelima la semaine dernière. Le jour revient sur la situation que traverse le pays et renseigne « Crise au Cameroun, l'Union européenne exige un dialogue inclusif ». Le Conseil s'inquiète aussi des restrictions préoccupantes de l'espace politique dans un communiqué publié hier. Et puis, Sangmelima, Maurice Kamto se prononce. Cameroun Tribune parle d'une toute autre actualité et titre « Densification du fichier électoral, pourquoi on n'y arrive pas ?» En Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par la présidentielle à venir, le nouveau réveil, portrait robot du candidat du PDC-IRDA, ce qui va guider le choix des militants. Autre titre, avec le parti fondé par Houphouët-Boigny, Kakabe, reçu par le président Bédié hier, je reprends du service auprès de mon père. Que cette fois soit la bonne. Le patriote s'intéresse à un autre personnage de la classe politique ivoirienne à propos de son arrestation manquée en Espagne. Soro a menti. Un juriste démonte la mise en scène grotesque de l'ex-PAN. Le quotidien d'Abidjan à présent, situation sociopolitique, en colère, Monseigneur Koutoua dit ses 4 vérités au régime. Nous entendons des bruits de couloir peu rassurants, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et puis, Soro Guillaume, cette CEI porte en son sein les germes d'un conflit futur. Au Sénégal, Sud Quotidien s'intéresse à l'une des affaires du moment, rapport accablant de la commission d'enquête parlementaire, retrouvailles Macky Wade, plainte de Mamour Diallo, Sonko, la mise à l'épreuve. Le quotidien parle du renouvellement du bureau de l'Assemblée, les fauteuils ont vacillé. Aïmerou Nieng a failli perdre la présidence de Benno Bokk Yakaar, opposition, cher Mbaké contesté, le nom de Toussaint Manga avancé. Le Témoin renseigne sur une autre actualité, plus d'une tonne saisie en quelques semaines, Dakar, un hub de la cocaïne, lasse à présent à 48 heures du Grand Magal de Touba, les prix du transport flambent. Au Burkina Faso, pour finir, le quotidien numérique se remémore et titre « Burkina Faso, président de 1983 à 1987, assassiné pour ses idées. Qui était Thomas Sankara ?» Même titre avec le quotidien, 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Ceux qui ont pris le pouvoir ont renié cette révolution qui combattait la gabégie, la corruption, le vol, le mensonge. L'Express du Faso à présent rencontre État, secteur privé, des engagements tenus, intégrer le Made in Burkina à l'international d'ici 2025. Ce sera tout pour la revue de presse Afrique. Merci et à demain. Ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.